l'emploi du temps, ouais. Oui, c'est vrai. C'est lui qui lance le... C'est lui qui dit si on y va. On y va. Ouais. Oui, oui, c'est clair. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode des Forums régionaux du savoir en live sur le site Science Action Normandie et en public. Donc on nous regarde, connexion avec celles et ceux qui nous regardent. Je vais vous demander d'applaudir François Jérôme, notre conférencier. Merci beaucoup. Bonjour. Pensez à bien éteindre vos portables. Nous allons apprendre à connaître François Jérôme. Alors ce n'est pas un nom de scène, c'est bien son nom. C'est François le prénom. François le prénom. Vous êtes donc directeur de recherche au CNRS. Vous encadrez un groupe de chercheurs qui travaillent sur la transformation des déchets d'origine végétale pour refaire des produits d'aujourd'hui sans utiliser le pétrole. Jusque-là, tout va bien. Vous êtes basé à Poitiers. Exactement. La route s'est bien passée. Très bien, très facile pour venir jusqu'à Rouen. Depuis tout jeune, vous aimez comprendre ce qui donne le goût à la science. Vous avez une prof de physique qui vous a marqué. Vous pouvez nous en dire plus? Alors la prof de physique, malheureusement, j'ai oublié son prénom, la pauvre, et je m'en excuse. Et c'était en fait quand on était au lycée. En fait, le choix pour une matière scientifique notamment passe beaucoup par les enseignants. Et c'était effectivement une enseignante de physique au lycée qui m'avait donné le goût justement de la chimie. Et c'est vers ça que je me suis engagé après la terminale du coup. Vous vous qualifiez comme un combattant. Pour quelle raison? Pour les gens qui font de la recherche, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de faire de la recherche, c'est un petit peu sinusoïdal. Donc il y a des fois on trouve, on est content, et puis il y a des moments où on ne trouve plus, on a une espèce de traversée du désert un petit peu compliquée où plus rien ne se passe et on essaie de comprendre surtout pourquoi il ne se passe plus rien. Et c'est là généralement où ça devient intéressant aussi, quand on retrouve le côté du succès, quoi. Alors quand on parle moral, pas le moral, c'est ce qu'on a pu se dire au téléphone en préparant cet échange. Vous avez le moral aujourd'hui? Oui, très bien. Très bien. Le moral est gonflé à bloc, c'est bien. Il faut être de nature optimiste, vous m'avez confirmé quand on fait ce métier. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on va s'attaquer, on va le voir un petit peu dans la conférence, on peut s'attaquer à des défis de société qui sont importants. Donc, si on n'est pas un minimum optimiste et qu'on ne croit pas dans les choses, c'est difficile d'aller jusqu'au bout, quoi.
Parfois, un détail, c'est rien du tout, mais ça peut tout changer. Vous avez un exemple? Ouais, alors par exemple en recherche, on peut avoir un sujet de recherche où on travaille, je ne sais pas, par exemple sur on va dire, une bouteille qu'on va fabriquer à partir d'un déchet d'origine végétale, et puis qu'il se trouve que pendant cette recherche, on va découvrir quelque chose à côté qui est peut-être pas grand-chose, et puis qu'on va commencer à creuser, et on va s'apercevoir, par exemple en discutant avec un industriel ou une collectivité territoriale, bah, que ce petit truc qu'on a trouvé a probablement beaucoup plus d'impact sur ce dont on est en train de travailler actuellement. Donc ça peut complètement changer en fait la manière dont on organise les recherches. François Jérôme, vous avez une particularité, vous aimez bien voir et voir l'impact de la science dans la société. Pourquoi? Bah ça, c'est un petit peu personnel. Moi, j'aime bien, quand on fait des recherches, aussi avec les étudiants, de voir finalement un petit peu, entre guillemets, à quoi ça sert. Parfois, on fait une recherche très, très amont, très, très exploratoire. On peut être très, très loin de l'application. Au tenter, hein, l'application arrive probablement dans 15, 20 ou 30 années après. Mais voilà, c'est une petite locomotive. C'est bien de voir un petit peu notre brique à l'édifice, quoi. Alors, des réactions, nous en faisons, mais cela ne fonctionne pas toujours. La dernière qui n'a pas fonctionné? Oh bah, encore hier, hein, on pense pouvoir faire une réaction, on pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et on l'attend, ça ne fonctionne pas. Alors le plus dur, je vous dis, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on s'est planté en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est là où c'est le plus enrichissant. En fait. Et hier, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Oh, bah, c'était des questions, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était des questions de température. Voilà. On n'était pas aux bonnes températures pour faire la réaction. Je vous invite maintenant à prendre vos couleurs. Voilà, préparer la couleur bleue. Ce soir, bleu, c'est vrai, et orange, c'est faux. Je change à chaque fois. Ah, Donc, voilà. Ah, faut pas que je me trompe. Alors. Est-ce que vous êtes prêts? Et en live, on va vous demander de jouer, mais on ne vous donnera pas la parole forcément. Donc, voici la première idée reçue. Écoutez bien. La chimie du pétrole est propre. Vrai ou faux? Provocatrice. Hein. Question un peu provocatrice. Hein. Ouais. Alors, je rappelle que le bleu est vrai et l'orange est faux. Et il y a beaucoup d'orange. Et donc, c'est pour la majorité d'entre vous faux. C'est ce qu'on va discuter un petit peu. En fait, quand on va regarder l'impact sur la planète, il faut regarder tout ce qui est en premier lieu, bien sûr les impacts environnementaux, mais ce qu'on appelle les impacts en termes de bilan d'émissions de CO2. Et je vais essayer de vous montrer, alors si on prend quelque chose isolé dans son coin, qu'en fait les procédés de production en chimie sont extrêmement optimisés. Après, ce qu'on en fait derrière, c'est encore autre chose. C'est là où est l'impact, mais en chimie, les procédés qui sont développés sont extrêmement propres. Et c'est ce qui est notre problème, on va le voir dans la conférence aujourd'hui, c'est de faire des choses qui soient aussi propres que ce qui est fait aujourd'hui avec des déchets, puisque c'est l'occasion d'en discuter aujourd'hui, d'origine agricole notamment. En résumé, la raffinerie zéro déchet, les procédés de transformation du pétrole sont beaucoup moins sales qu'une imprimerie, par exemple. Je dirais qu'en fait, quand vous prenez une raffinerie, on a l'impression, on voit des fumées, que c'est hyper toxique, etc. Alors, je prends la raffinerie de manière isolée, hein, sans tout le contexte qu'il y a autour. Si vous la prenez de manière isolée, on va le voir, une raffinerie, elle fait 85-90%, c'est pour faire des carburants. Elle a 10-15% de déchets. Ces 10-15% de déchets sont utilisés pour faire à peu près tous les produits, les coques de téléphone, les moquettes, les peintures, etc. Donc en fait, effectivement, dans une raffinerie, en fait, on ne perd pas de carbone. On va voir que c'est majoritairement du carbone. Et dans le pétrole, on en perd très très peu. Alors après, c'est ce qu'on va discuter. C'est l'utilisation de ce qu'on fait de ce pétrole qui pose problème, bien évidemment. Voici la deuxième idée reçue. Est-ce qu'un produit d'origine naturelle est plus propre qu'un produit d'origine pétrolière? Vrai ou faux? Je précise, bleu vrai, orange faux. Ça hésite un peu plus. Il y a quand même plus de faux, plus d'orange que de bleu, donc de vrai. Ouais, mais la réponse, elle est bien équilibrée. En fait, je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend. Chez nous, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, pour comparer les deux, et on va en discuter un petit peu, on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie complète pour voir finalement sur un déchet, on va le voir lorsqu'on part finalement de la graine d'une plante jusqu'au déchet, on appelle ce qu'on appelle le cycle de vie. On peut avoir une molécule qui est très vertueuse, mais si elle vient de l'autre côté de la planète et qu'on exploite des femmes, des enfants, des fermiers, bien évidemment, ça pose problème. Donc en fait, quand on compare une molécule d'origine pétrolière à une molécule d'origine, on va dire entre guillemets naturelle, eh bien, on fait ce qu'on appelle toute une analyse de cycle de vie pour être sûr qu'on fait les choses mieux que ce qui est actuellement. Et on a parfois des surprises.
Troisième idée reçue, troisième et dernière idée reçue, en termes d'émissions de CO2, l'industrie chimique est le plus gros contributeur. Vrai ou faux? Je précise, orange faux, bleu vrai. Et nous avons beaucoup de orange. Oui, alors le plus gros contributeur en termes d'émissions de CO2, ce sont les transports. L'industrie chimique contribue que, entre guillemets, bien sûr, à 5% des émissions globales de CO2. Donc la majorité, et je vais aborder un petit peu ce problème-là avec les histoires d'énergie, la majeure partie des émissions de CO2 sont liées à l'énergie et notamment les transports. Il est donc question ce soir ensemble de la réutilisation des déchets pour fabriquer nos produits et carburants. Mythe ou réalité? Réponse avec notre conférencier François Jérôme. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors on m'a dit que vous étiez un public averti, mais je vais y aller quand même doucement. On va commencer par quelques anciennes bases de chimie pour vous rappeler certains de vos cours. Donc d'abord, merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici à Rouen. Alors moi, je viens de Poitiers. Poitiers est là. Rouen, c'est pas si loin que ça. En fait, ça va assez vite en train. Donc avant de commencer, qu'on soit bien d'accord sur qu'est-ce que c'est que la chimie. Pour les gens qui ne connaissent pas, je pense que si vous vous rappelez quelques cours de chimie il y a un petit bout de temps, vous avez sûrement dû entendre parler du tableau périodique. Alors je vois des gens qui s'effraient un petit peu à ma gauche. Alors, ça vous rappelle des bons ou des mauvais souvenirs, ça dépend. Qu'est-ce que c'est que ce tableau périodique? Pour faire simple, c'est un petit peu notre boîte à Lego, à la fois pour nous chimistes, mais aussi pour la nature. C'est-à-dire que dans cette boîte à outils, vous retrouvez tous les éléments que vous retrouvez un petit peu sur Terre. L'objectif des chimistes, la nature également, c'est d'assembler ces éléments entre eux pour former des molécules et puis après des objets jusqu'à fabriquer les produits de la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, la chimie, elle est partout, vous imaginez bien. Vous la retrouvez à la fois dans les carburants, ce qui est probablement le plus connu. Vous pouvez la retrouver dans les peintures, dans les cosmétiques. Vous mangez de la chimie, puisqu'il y a beaucoup d'additifs alimentaires qui sont faits via la chimie. On la retrouve dans les baskets pour le running, etc., etc. La chimie aujourd'hui, vous pouvez imaginer que c'est un immense marché. On dit que c'est l'industrie de la chimie. Bon, là, c'est des chiffres qui datent de 2017. C'est encore, je n'ai pas les tout récents chiffres, mais c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 000 milliards d'euros, avec une croissance qui est de l'ordre de 3-4% par an, avec un marché qui est dominé aujourd'hui par l'Asie, même si on observe aujourd'hui un retour quand même vers l'Europe. Pour une raison simple, c'est que les niveaux de vie s'équilibrent et que faire de la recherche et du développement en Asie, ça devient pratiquement aussi cher que de le faire en Europe. Et on va voir avec ces notions de déchets, il y a aussi un retour vers ces notions de proximité. Donc, on revoit des industriels qui reviennent en Europe et on le voit dans nos laboratoires, puisque les étudiants conformes trouvent beaucoup plus facilement du travail en industrie qu'il était un certain temps. Alors, une petite question rapide. À votre avis, où est-ce qu'on retrouve les minéraux et les métaux? Est-ce que quelqu'un sait à peu près? Oui, j'ai entendu, oui, bien sûr, dans les sols. Donc, on va creuser. Tout ce qui est carbone. Alors, carbone, j'insiste sur le carbone parce qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui. Ça va être l'élément central. Est-ce que vous savez d'où vient le carbone? Forêt, non. Enfin, oui, il y en a dans les forêts. Mais le carbone qu'on utilise actuellement? Sous-sol, mais quoi dans le sous-sol? Charbon, pétrole, ouais, il en manque un. Gaz, très bien. Le soufre, pareil. Et tout ce qui est gaz, oxygène, azote, dioxyde, ouais, dans l'air, ça vient de l'air. Alors, l'hydrogène, je fais un petit bémol, je pense que vous avez peut-être eu déjà des conférences sur l'hydrogène. Il y a une grosse volonté aujourd'hui de produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire que vous prenez l'eau, vous la coupez en deux, vous faites de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui encore, l'hydrogène, il est produit à partir de pétrole. D'accord? On vient craquer le pétrole pour produire de l'hydrogène. Bien sûr, ce n'est pas la solution ultime, mais au jour d'aujourd'hui, l'hydrogène, il vient encore du pétrole. Alors, dans ce tableau périodique, on va s'intéresser plus particulièrement au carbone, qui est un élément central et qui est responsable, bien sûr, des émissions de CO2, entre autres. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, avant ça, il faut bien dissocier deux choses. Il faut que ce soit très clair dans votre tête. Il y a deux cas de figure. Donc, vous avez le pétrole, le charbon et le gaz naturel. 85 à 90% de ce pétrole, ce carbone fossile, est utilisé pour de l'énergie.
Alors, c'est quoi l'énergie? C'est les carburants, c'est bien sûr du chauffage, c'est aussi l'électricité. Alors, c'est un petit peu moins vrai en Europe parce qu'on a des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité, mais au niveau mondial, vous avez 40% de l'électricité qui est fabriquée à partir de ressources fossiles. Et puis, vous avez 10 à 15%, là où se situe la chimie, où en fait, eh bien, vous fabriquez tous les produits de la vie de tous les jours. Alors, gardez bien ça à l'esprit parce que, bien évidemment, les tonnages entre l'énergie et la chimie, ils n'ont rien à voir. D'accord? Et on va voir que, suivant où vous êtes, eh bien, l'impact sur la planète, il n'est pas tout à fait le même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une raffinerie? On en parlait tout à l'heure. Une raffinerie, qu'est-ce que c'est? Vous n'en avez pas très loin, ici au Havre. Eh bien, en fait, très simplement, hein, le pétrole, il arrive par bateau, par exemple, et une raffinerie, c'est ni plus ni moins qu'une grosse distillation. Donc, en fait, on va chauffer le pétrole, qui est un mélange de différentes molécules. Les molécules les plus légères vont partir les premières, ce sont les gaz, et puis au fur et à mesure, on va avoir des molécules de plus en plus lourdes, ce qu'on appelle. Donc on va avoir du gasoil, on va retrouver du kérosène, on va faire ensuite des essences, et à la fin, il vous reste ce qu'on appelle un résidu qui peut être utilisé, par exemple, pour faire les bitumes sur les routes. Donc en fait, comme on disait tout à l'heure, hein, l'objectif principal d'une raffinerie, c'est de produire des carburants. Donc 85 à 90%, ça rejoint cette diapo ici, hein, 85 à 90% de ce pétrole, il sert à faire des carburants. Et vous avez 15%, 10 à 15% de déchets, et c'est avec ces déchets qu'on refabrique eh bien, tous les produits là, qui vous entourent, que ce soit peinture, solvant, basket, t-shirt, même les molécules que vous mangez. Donc en fait, quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre. On sait qu'on sera à peu près 9,2 milliards en 2050. On devrait atteindre un plateau aux alentours de 11 milliards en 2100. Et bien sûr, vous comme moi, on n'a pas envie de mourir. On souhaite être le plus éternel possible. Et si on regarde la part de la population mondiale qui a plus de 65 ans, entre 2008 et 2040, donc ça sont des projections de l'ONU, eh bien on voit que cette part est double. Ça veut dire qu'on a des gens qui vivent aussi de plus en plus longtemps. Alors les conséquences, elles sont directes, hein. Les premières conséquences, c'est sur la consommation de ces ressources fossiles. Donc, vous avez ici sur ce graphe, depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, l'utilisation de ressources fossiles, donc charbon, pétrole, gaz. Donc, dans les années 1800, etc., c'était essentiellement de la biomasse bois pour se construire, pour se chauffer, etc. Puis, mine de rien, la population augmente et là, on découvre le charbon. Et donc, on voit qu'avec le charbon, on peut faire de la chimie, et notamment se chauffer, à faire ce qu'on appelle du gaz de synthèse, donc que l'on brûle. Et puis, on s'est aperçu, bien que ça ne suffisait pas, parce que là, on a enclenché un développement économique. Vous voyez, on ne parle pas d'ici de transition énergétique, hein, on vient superposer en fait au fur et à mesure, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, en fait, ensuite, il y a le pétrole qui prend le relais. Donc, on refabrique des produits chimiques, des carburants, etc. à partir du pétrole. La population augmente toujours, ce n'est pas suffisant. On en rajoute une troisième couche et on va chercher le gaz. D'accord ? Donc, en fait, si vous regardez cette courbe, elle suit ni plus ni moins que l'augmentation de la population sur Terre. C'est-à-dire qu'évidemment, on est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, et donc on pompe de plus en plus de ressources fossiles. Et vous voyez ici l'augmentation exponentielle qui suit en fait l'augmentation exponentielle de la population sur Terre. Donc en termes de consommation, je vais vous montrer un petit peu ce que ça représente. Par jour, on sort des entrailles de la Terre 100 millions de barils de pétrole. Alors un baril, c'est un baril classique. Hein, oui, ce que c'est un baril, ça fait 159 litres. Pour vous donner un ordre d'idée, par jour, si vous mettez tous les barils côte à côte, vous faites 1,5 fois le tour de la Terre, par jour. Hein. Et si vous les superposez, vous faites une colonne de 76 000 km de haut. Ça, c'est par jour. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment, au niveau de la planète, c'est relativement important. Quelles sont les conséquences ? Les premiers, bien évidemment, c'est des conflits géopolitiques. Vous en entendez parler tous les jours aux actualités. Ici, sur cette map monde, la taille des pays est proportionnelle au gisement de carbone fossile, pétrole, gaz, charbon. Et qu'est-ce qu'on voit très clairement ? C'est que l'hémisphère nord, il est inexistant, pratiquement. Ça veut dire que les principales ressources, elles sont dans l'hémisphère sud. D'accord ? Donc, on voit le Venezuela, le Nigeria en Afrique, et puis bien sûr le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït, l'Iran, qui ont des réserves relativement, même gigantesques. Et puis, quand on regarde maintenant les pays qui consomment ces ressources fossiles, vous avez cette map monde, c'est-à-dire que plus le pays est foncé, plus il consomme de ressources fossiles.
Et vous arrivez à un problème, en fait. C'est qu'en fait, les ressources, elles sont dans l'hémisphère sud, quand c'est l'hémisphère nord qui consomme le plus de ces ressources fossiles. Donc ça vous explique tous les conflits géopolitiques que vous pouvez entendre, par exemple avec la Libye à l'époque, avec le Moyen-Orient, les États-Unis qui ne s'entendent pas vraiment avec le Venezuela. Il y a vraiment une volonté, c'est extrêmement important pour un pays, de contrôler un petit peu sa dépendance en ressources fossiles, parce que derrière, c'est le poumon économique et c'est ce qui fait que ça fait tourner votre industrie. Le deuxième conséquence pour la planète, on va y venir, et ça vous le connaissez bien, c'est tout ce qui est réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce pétrole, si on regarde l'énergie, qu'est-ce qu'on fait ? On le brûle. D'accord ? La nature, elle a fossilisé sur des milliers d'années de la matière organique. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On la sort sur une centaine d'années, on la brûle. On la brûle de trois manières, soit dans vos voitures sous forme de carburant, soit sous forme de chauffage, ou soit on va le brûler pour générer de l'électricité. Et quand vous brûlez des ressources fossiles, vous libérez deux molécules, que sont de l'eau et du dioxyde de carbone. Alors, ce dioxyde de carbone, on peut regarder l'accumulation dans l'atmosphère. Comme les ressources fossiles, comme l'augmentation de la population sur Terre, ce que vous voyez très clairement, c'est que depuis l'ère de l'industrialisation, donc grosso modo la découverte de ces ressources fossiles, on voit qu'on a une augmentation exponentielle des quantités de CO2 dans l'atmosphère. Alors par jour, et je vais aussi vous illustrer tout à l'heure, non tout de suite même, pardon, on libère 80 millions de tonnes de CO2 par jour dans l'atmosphère. C'est quoi ? C'est 140 000 stades de France qui sont remplis de CO2 qu'on ouvre et qu'on envoie dans l'atmosphère. D'accord ? Ces chiffres, je vous les donne pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la démesure aujourd'hui sur la pression qu'il y a sur les ressources fossiles. Alors les conséquences, bien évidemment, vous le connaissez, on en entend parler tous les jours, c'est le réchauffement climatique. Qu'on soit bien d'accord comment ça fonctionne. En fait, la Terre, le Soleil chauffe la Terre restitue la chaleur. Une partie de cette chaleur reste confinée à la surface de la Terre parce que vous avez l'atmosphère, et une partie de la chaleur est évacuée vers l'espace. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus de CO2, cette couche devient de plus en plus imperméable, et en fait, la chaleur s'évacue de moins en moins vers l'espace, et en fait, c'est comme si vous mettiez une espèce de couverture autour de la Terre, et donc ça chauffe. Alors voilà les augmentations de température, depuis 1860 et les projections jusqu'à 2100. Donc voilà, ici c'était les accords de Paris, 1,5 degré, on en discutait tout à l'heure à table. Donc si on avait suivi, je parle déjà l'imparfait, si on avait suivi les accords de Paris, on aurait limité la hausse à 1,5 degré. Bon voilà, on est plutôt sur cette tendance ici, où on sait qu'on est plutôt sur une augmentation de l'ordre de 4 degrés. Et alors 4 degrés, c'est rien du tout, mais à l'échelle de la planète, c'est gigantesque, et les conséquences dont on voit les conséquences aujourd'hui. Alors les conséquences, c'est quoi ? Si je focalise sur Poitiers, d'où je viens, vous pouvez voir ici que ça c'était un article dans Centre Presse à la Vienne récent, et on voit que en 100 ans, la température, ne serait-ce dans la Vienne, a déjà monté de 2 degrés. Donc c'est pas rien. Et voilà un petit peu ce qui est arrivé aussi sur Poitiers il n'y a pas longtemps, l'année dernière. On a vraiment des orages qui sont hyper puissants, voilà, de type de grêlons qui se sont abattus sur nous il n'y a pas très longtemps. Bon, après, je ne veux pas avoir un scénario catastrophe parce que on a assez de ça tous les jours. Je vais plutôt terminer par ensuite embrayer sur des notes plus optimistes. Mais néanmoins, on voit les problématiques qu'il y a de changement climatique, d'érosion donc des côtes. Ça, c'est vraiment réel. Ça, c'est près de chez nous en Charente-Maritime. On voit qu'il y a de la sécheresse. La sécheresse qui est d'autant plus pénalisante parce qu'on voit en France, par exemple, le climat augmente, il y a des arbres qui n'arrivent pas à s'adapter, qui meurent, et donc ce sont des arbres aussi qui ne peuvent plus absorber de CO2. Donc en fait, c'est un espèce de cercle sans fin qui fait que la machine, elle est vraiment en train de s'emballer. Bien sûr, je ne vais pas parler des feux de forêt, inondations, qu'on en entend suffisamment parler. Il y a quelque chose aussi qui est extrêmement important, dont on parle peu, c'est la jeune génération. Il faut savoir qu'il y a eu un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est vrai, on le voit autour de nous. 80% des jeunes de moins 21 ans sont vraiment inquiets pour l'avenir lié à la crise climatique. Et on voit finalement qu'il y a un mouvement au niveau des jeunes qui est assez important, qui pousse un rejet quelque part du mode de société actuelle basé sur une utilisation extrêmement massive du carbone fossile et qui demande quelque chose d'un petit peu différent. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On parle de ce qu'on appelle de défossilisation de la planète. Alors j'utilise ce terme parce que vous allez sûrement entendre parler de décarbonation de l'industrie, décarbonation de la société.
Ce terme, je ne l'aime pas parce qu'il n'est pas vrai. En fait, la chimie, elle est carbonée et elle restera carbonée. C'est juste la source de carbone qui n'est plus la même. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va chercher non plus du carbone dans le carbone fossile, mais on va le voir ici, on va essayer d'aller le chercher, notamment dans nos déchets. D'accord ? Donc le mot décarbonation, bon, il est un petit peu tendancieux. Je préfère que vous reteniez le mot défossilisation, l'idée de se débarrasser des ressources fossiles. Alors voilà un petit peu les scénarios qui sont aujourd'hui à l'étude. Comment est-ce qu'on peut enrayer un petit peu ce réchauffement climatique ? Vous avez, sans pour en débattre si vous voulez, toutes les technologies de captage du CO2 et d'aller enfouir le CO2, notamment dans des anciennes poches contenant du pétrole ou du gaz. Alors ça, l'intérêt, c'est que ce sont des technologies qui sont, je dirais, économiquement matures et qui permettent quand même d'éliminer des quantités extrêmement importantes de CO2 dans l'atmosphère. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça reste des solutions à très court terme, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit la caution pour dire on continue comme ça et on continue à utiliser du carbone fossile et à le stocker dans le sol, parce que ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est finalement la technologie un petit peu en transition, on va le voir, le temps de laisser le temps à la recherche, finalement, de trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas basculer comme ça d'une chimie qui s'est développée sur 100 ans sur le carbone fossile, en 10 ans, comme ça, tout basculer sur du carbone, ce qu'on appelle renouvelable. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, vous allez entendre parler beaucoup d'électrification de la société. Je vais en donner quelques mots tout à l'heure, avec tout l'éolien, le photovoltaïque, etc. Tout ce qui est économie circulaire, où là, vous participez, hein, c'est tout ce qui est tri des déchets, donc les bacs jaunes, etc., où on vient réutiliser ces déchets pour refaire de la chimie. Je vais vous montrer quelques exemples. Il y a bien évidemment de la recherche de nouveaux procédés, toujours plus économes en énergie, en ressources, etc., le plus vertueux possible. Et puis, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu du carbone renouvelable. Et je vais vous parler plus particulièrement des déchets végétaux. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, avec vos déchets végétaux, mais également ce qu'on ne peut pas faire. Alors, pourquoi s'intéresser aux déchets ? Alors, cette courbe-là, elle est extrêmement intéressante. En fait, vous avez, alors je vais essayer d'expliquer ça de manière très simple, en vert ici, vous avez la production de biomasse. La biomasse, c'est le monde animal et végétal, d'accord, qui est produit par la Terre chaque année. Donc la Terre, elle ne bouge pas et produit à peu près 1,2 tératonnes de biomasse par an. Et puis ici, vous avez la masse cumulée d'objets fabriqués par l'homme, d'accord, au fur et à mesure des années. Et on voit qu'au fur et à mesure des années, eh bien, l'homme produit de plus en plus d'objets en masse. Alors ces objets, ça peut être quoi ? Ça peut être du béton, ça peut être de la brique, voilà, tous les objets en fait, de la vie tous les jours. Et on s'aperçoit qu'aux alentours, en ce moment, aux alentours de 2020, là, 2022, eh bien, on s'aperçoit que l'homme produit plus d'objets en masse que la Terre ne peut produire de biomasse. D'accord ? Donc, en gros, chaque humain produit à peu près son poids en objets par semaine. Et si on ne fait rien, en 2040, ce sera 3 fois plus. Donc, je vais vous illustrer, vous allez voir. Si on prend à peu près, ce sont des valeurs estimées, si on prend la masse des êtres vivants sur Terre, c'est 4 gigatonnes. D'accord ? Et l'homme a déjà produit 8 gigatonnes de plastique, voyez, pour vous donner un ordre d'échelle. La nature, excusez-moi, c'est en anglais, je vais vous les traduire, cette diapo-là. La planète produit 900 gigatonnes d'arbres et d'arbustes, et l'homme, lui, a déjà produit 1100 gigatonnes de bâtiments, d'infrastructures, etc. Alors que l'homme, il ne représente que 0,01% en poids sur la planète. Donc vous voyez tout de suite l'impact de l'homme sur la planète. Et d'ailleurs, on parle d'une nouvelle ère, on parle de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'impact que peut vraiment avoir l'homme aujourd'hui sur la planète. Alors, on va s'intéresser à ces différents déchets. Alors, vous en avez différentes natures. Nous, on va s'intéresser à des déchets végétaux. Donc, vous avez des déchets de l'industrie de la forêt. Vous avez des déchets de l'agriculture, de la paille, par exemple. Vous avez des copeaux, de la sciure de bois. Donc, je vous ai mis les volumes. Hein. Vous voyez, ce n'est pas des petits volumes en face. Hein. Malheureusement, on ne devrait pas avoir, mais on a un gâchis alimentaire énorme, puisque c'est le plus gros déchet, 1600 millions de tonnes par an, majoritairement dans l'hémisphère nord. D'accord ? Vous avez aussi beaucoup de papier, 95 millions de tonnes par an, textiles, les plastiques, bien évidemment. Alors, je ne vais pas trop aborder les plastiques, mais on pourra en discuter si vous voulez après, parce qu'il fallait que je borne quand même,
dans le temps qui était imposé. Les textiles, attention, c'est la face un petit peu cachée dont on ne parle pas beaucoup, mais les textiles, on en enfouit aujourd'hui dans le sol à peu près 90%. Et les textiles est riche en fibres de polyester, etc., qui sont quelque part des molécules qui s'apparentent un petit peu à ce que vous avez dans les plastiques. Donc, on sait que les textiles, on parle beaucoup des microparticules de plastique aujourd'hui, mais le textile va être également un gros problème. Alors là encore, je reviens à ce schéma-là, parce qu'évidemment, avec vos déchets, il faut bien voir dans quel scénario vous êtes. La question, c'est est-ce que je peux produire de l'énergie avec ces déchets d'origine végétale, ou est-ce que vaut mieux aller vers la chimie? D'accord? On va regarder l'énergie. Est-ce qu'on peut faire de l'énergie avec ces déchets? Bon, on regarde aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle en équivalent pétrole. C'est difficile de comparer directement. Bon, grosso modo, on a 79 gigatonnes de biomasse disponible sur Terre. D'accord? On a une consommation mondiale d'énergie qui est de 12 gigatonnes. D'accord? Et on mange aussi cette biomasse, ne serait-ce que les huiles végétales, etc., à hauteur de 2 gigatonnes. Donc, si vous me suivez bien, si on fait un petit calcul très simple, 12 plus 2, ça fait 14, on est très loin des 79 gigatonnes. Ça veut dire que juste sur ces chiffres-là, on peut se dire, ben voilà, banco, c'est terminé, il y a largement assez de végétaux sur Terre pour produire à la fois de l'énergie et des produits chimiques. Bien évidemment, si je vous dis ça, c'est que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Il y a un gros problème, un très gros problème. C'est qu'en fait, la nature, elle a fossilisé sur des milliers et des milliers d'années. La matière organique, elle est localisée dans certaines poches. D'accord ? On parle de poches de pétrole, de poches de gaz, enfin, pardon, de nappes de pétrole, de poches de gaz. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait l'homme ? Eh bien, il est venu mettre la raffinerie au-dessus. Il pompe les hydrocarbures, il produit ses carburants, ses produits, etc. Puis ensuite, il disperse sur toute la planète. Ici, là, quand on parle, donc l'équivalent à partir de déchets de végétaux, on parle cette fois-ci de ce qu'on appelle de bioraffinerie pour faire l'analogie à la raffinerie. Le gros problème, c'est que ces végétaux, ils sont dispersés sur tout le globe. Et donc, ça veut dire qu'il faut transporter ces végétaux. Ça veut dire qu'imaginez à Rouen, si vous voulez fabriquer des carburants à partir de végétaux, mais il va falloir aller ratisser très très loin pour que vous puissiez rouler derrière. Et le transport de cette biomasse, le prix il est prohibitif. Alors, ça va pas vous paraître cher, c'est 10 centimes d'euros par kilogramme et par kilomètre, mais il faut bien imaginer que, par exemple, pour que tout Rouen puisse circuler avec des carburants complètement d'origine végétale, c'est des millions et des millions de tonnes qu'il va falloir transporter. Alors, la conséquence, je vais vous l'illustrer tout de suite, si vous comparez, vous prenez le prix de l'essence et du gasoil, sorti de raffinerie, il a 40 centimes d'euros le litre. Je vous laisse faire calcul de taxes que vous avez lorsque vous allez à la pompe. Bon, 40 centimes d'euros le litre. L'éthanol qui est produit par fermentation des sucres, potentiellement obtenu, on va le voir, à partir de déchets végétaux, c'est 1,20 €. Vous voyez, on est 5 fois plus cher. Donc, si vous commencez à mettre les taxes de l'État dessus, en plus par-dessus, je pense que vous et moi, on n'est pas prêt à faire le plein à 6 € du litre. D'accord ? Donc, on va le voir, il y a un problème de transport, il y a un problème de technologie aussi qui n'est pas assez mature pour produire ces carburants à un prix compétitif. Donc, la conclusion sur l'énergie, très claire, tout ce qui va être déchets de biomasse va être utilisé, mais globalement pour des productions locales et à petite échelle, mais en aucun cas pour faire une production de masse de carburant. D'accord ? L'énergie du futur, ce sera très probablement l'électricité, avec différentes manières, les éoliennes, le solaire, la géothermie, tout ce qui est hydroélectrique, avec aussi les débats qu'il y a derrière. Ce n'est pas toujours très joli d'avoir un champ d'éoliennes devant chez soi, mais aujourd'hui, c'est l'électricité du futur. Et la lueur d'espoir ici, elle est extrêmement intéressante, parce qu'en fait, je vous ai mis ici en fonction des années le prix de l'électricité. Donc ici en noir, vous avez le prix de l'électricité à partir du charbon. Et puis en jaune et en bleu, vous avez le prix de l'électricité, donc à partir du solaire et de l'éolien. Et on voit finalement que depuis 2017, et c'est encore le cas, l'écart se creuse encore plus, l'électricité d'origine renouvelable devient moins onéreuse que de l'électricité d'origine fossile. Donc ça, c'est un moteur énorme pour aller développer ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elles sont beaucoup moins abondantes, par contre, que les énergies d'origine fossile, mais par contre, elles sont moins chères, ce qui est quand même un levier relativement important. Alors, on va revenir, par contre, cette fois-ci, là, les déchets végétaux, là, par contre, ils deviennent extrêmement intéressants pour aller, notamment, fabriquer des produits de la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que là, bien évidemment, vous comprendrez bien que les tonnages sont beaucoup plus faibles. Et là, on a besoin de mobiliser beaucoup moins
de déchets végétaux et donc de moins les transporter. Alors l'histoire, elle a commencé avec les huiles végétales. Vous vous souvenez peut-être des histoires, on faisait les pleins avec les huiles végétales dans les moteurs diesel. Ne le faites pas, bien évidemment, si vous avez les tout derniers HDI, etc. Parce qu'en fait, le problème qu'on a avec les huiles, mis à part qu'elles ne brûlent pas très très bien, c'est qu'elles figent l'hiver. D'accord ? Donc ça peut être un gros souci. Donc ce qu'on fait en fait au niveau industriel, on enlève une petite molécule qu'on appelle le glycérol, qui est en fait responsable de la viscosité des huiles, de manière à avoir quelque chose qui soit relativement fluide. Alors pourquoi on est parti au départ, enfin quand je dis on, c'est la communauté scientifique, hein, c'est pas nous à Poitiers, pourquoi on est parti sur ces huiles végétales? Ben, tout simplement parce qu'en fait les molécules que vous avez dans ces huiles ont des structures assez proches de ce que vous pouvez retrouver dans le carbone fossile. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des hydrocarbures, donc des molécules qui sont riches en carbone et en hydrogène. Donc finalement, utiliser ces molécules, ça permettait de les introduire dans la société sans grand changement de technologie et rapidement de switcher d'un système plutôt fossile sur un système qui est issu des huiles végétales. Le problème, il y en a deux, c'est que finalement, les huiles végétales, ça représente moins de 5% de la biomasse disponible. Et aujourd'hui, si on est 11 milliards, ce n'est pas suffisant. Et puis l'autre problème, bien évidemment, c'est qu'on mange ces huiles végétales. Donc à un moment, s'il faut choisir entre rouler ou manger, on aura vite fait le calcul. Donc en fait, il y a une deuxième source qui est extrêmement intéressante, et je voudrais m'attarder là-dessus. C'est ce qu'on appelle, de manière très vulgarisée, c'est pas vraiment vulgarisé en chimie, c'est ce qu'on appelle la biomasse lignocellulosique. Alors qu'est-ce que c'est que ces déchets? C'est en fait, imaginez du blé. En fait, vous allez récupérer le grain de blé, et dans le grain de blé, vous allez prendre la farine. D'accord ? Et bien, ce déchet de biomasse, c'est tout le reste. D'accord ? C'est-à-dire, c'est la majorité de la plante. Et ces déchets, comme je disais tout à l'heure, on les retrouve un petit peu partout. Le bois en est extrêmement riche. La paille, les copeaux de bois, etc. Vous en avez beaucoup de disponibles. Et quand vous êtes chimiste, que vous regardez ces déchets, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez 75% de sucre. Alors, ces sucres, ce n'est pas tout à fait les mêmes que ceux que vous mangez, mais ils sont de la même famille, d'accord ? Ces sucres, ils sont assemblés les uns aux autres sous forme de chaînes, d'accord ? Mais un chimiste, il voit 75% de sucre dans de la paille. S'il prend du papier ou du textile, dans certains cas, surtout si c'est riche, on va voir en coton, il voit 85% de sucre. Donc la grande question, c'est de se dire, mais attendez, ces déchets, ils sont riches en sucre, est-ce que je peux refaire de la chimie à partir de ces sucres plutôt qu'à partir de pétrole ? Et là, ça se complique. Parce qu'en fait, du coup, là, cette fois-ci, contrairement aux huiles, ce que je vous disais tout à l'heure, les sucres ont des structures très différentes de ce que vous retrouvez dans les huiles végétales. Ça veut dire que là, le souci, c'est que toutes les technologies qu'on a développées sur 100 ans pour la conversion du pétrole, on va avoir beaucoup de mal à les adapter à la chimie des sucres. Enfin, ça va prendre du temps. Alors, voici ce qu'on appelle une bioraffinerie. Donc, vous en avez une à Paumac, là, à côté de Reims. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie différents déchets de biomasse. Donc, ici, elle tourne essentiellement avec de la paille. Et en fait, on fait ce qu'on appelle un procédé de fractionnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On fractionne les principaux constituants de la paille. Il y en a un qui s'appelle la lignine, qui est un petit peu, si vous voulez, on peut dire que c'est un peu l'écorce, quelque part, sur un arbre. Généralement, on la brûle pour fournir de l'énergie à la bioraffinerie. Et puis, on récupère les sucres sous la forme de ces deux molécules qu'on va venir découper pour récupérer les sucres et ensuite donner à l'industrie chimique des sucres. Alors en fait, ni plus ni moins, là vous avez ce qu'on appelle une papeterie. C'est-à-dire qu'une papeterie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait exactement la même chose, sauf qu'elle prend la cellulose pour aller faire du papier. Là, l'idée, c'est de récupérer cette partie-là et cette partie-là pour aller récupérer tous les sucres, non plus faire du papier, mais faire des produits chimiques. Donc aujourd'hui, ces sucres, on commence à les transformer. Je vais vous donner quelques exemples et ils commencent à envahir de plus en plus la vie de tous les jours. Vous les retrouvez dans différents secteurs, dans les communications, dans vos portables, dans vos téléphones. Vous avez de plus en plus de constituants qui sont fabriqués à partir de ressources, notamment issues des déchets. Dans la détergence, dans les baskets, il y en a certaines qui sont complètement faites à partir de matières premières d'origine végétale. Vous avez le bateau Arkema aussi, qui est fabriqué à partir de fibres de carbone issues du végétal. Dans vos voitures, de plus en plus, vous avez des tableaux de bord qui sont faits avec des huiles de lin polymérisées, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de rentrer massivement dans la société. Je vais vous montrer quelques chiffres dans quelques instants. Alors, attention, là, je vais vous montrer un graphe un petit peu compliqué. Je vous demande de me suivre. Quel est le gros intérêt des molécules issues des déchets ?
Eh bien, c'est en termes de bilan CO2. D'accord. Pourquoi? Alors déjà, je vais vous présenter ce graphe. Ici, retenez pas le nom, hein, vous avez quelques grandes molécules qui sont utilisées pour faire notamment du nylon, par exemple, ou autre chose. Et vous avez ici la tonne de CO2 qu'on émet, par exemple, pour faire une tonne de ce produit-là. Donc, vous voyez, selon des procédés fossiles, hein, on libère presque 7 tonnes de CO2 pour faire une tonne de produit. Hein. Ça veut dire qu'en fait, le produit majoritaire, lorsqu'on fabrique un produit chimique, c'est du CO2. D'accord ? Et puis, vous avez en ordonnée le même produit, le nombre de tonnes de CO2 qu'on émet. Si cette fois-ci, on n'utilise pas du pétrole, mais on part d'un déchet végétal. L'enjeu, c'est de se retrouver sous cette droite. Donc, on voit que majoritairement, eh bien, les produits issus de ces déchets végétaux présentent finalement un bilan CO2 en termes d'émissions qui est plus faible que si on faisait ces mêmes produits à partir de carbone fossile. Alors, pourquoi ? C'est très simple, c'est qu'en fait, la plante, pour pousser, elle absorbe du CO2. Ce produit, vous allez l'utiliser pareil. Un jour, vous allez le brûler. Et lorsque vous le brûlez, vous libérez du CO2. Sauf que la plante, pour pousser, elle absorbe du CO2. Donc, vous avez un cycle de régénération du dioxyde de carbone qui est beaucoup plus court que dans le cas du carbone fossile, où on a laissé la nature, sur des milliers d'années, fossiliser ce carbone dans le sol, et nous, on le libère sur 100 ans. Il faudra encore attendre des milliers d'années pour refossiliser tout ce CO2. D'accord ? Donc, en fait, retenez bien que le gros avantage de ces déchets végétaux, c'est juste que le cycle de régénération du CO2 est beaucoup plus rapide. D'accord ? Ça ne veut pas dire, comme on l'entend parfois, que vous n'allez pas libérer de CO2. Hein. Vous allez en libérer. Attention, par contre, est-ce que ça veut dire qu'un produit issu d'un déchet est un produit durable ? Bien sûr que non. Il faut faire extrêmement attention. Comme on disait tout à l'heure, il faut faire ce que l'on appelle des analyses de cycle de vie. Il faut être sûr qu'à l'autre bout de la planète, vous n'exploitez pas des fermiers, des enfants. Vous pouvez avoir des problèmes de déforestation, d'érosion de la biodiversité, d'appauvrissement des sols, etc. Et on prend tout ça en compte pour évaluer le bilan CO2 d'une molécule. Et parfois, vous pouvez avoir des surprises par rapport à des produits qui sont d'origine pétrolière, ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est le cas, par exemple, des biocarburants type diester, que vous connaissez peut-être, qui sont mis à 10% dans le gasoil, qui sont tout juste plus intéressants que le diesel qui est fabriqué directement par source pétrolière, parce que c'est des carburants qui viennent d'huile de palme, etc. Et vous imaginez après les problèmes environnementaux qu'il y a derrière. Et tout ça, il est vraiment important de les prendre en compte. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup quand même de greenwashing aussi derrière. Soyez toujours très critique en fait sur tout ça. Alors, on va rentrer un petit peu dans la chimie. Je vais essayer de vous expliquer simplement pourquoi aujourd'hui c'est difficile d'avoir une transition rapide. Qu'est-ce qu'on a fait en chimie ? On a utilisé, on l'a vu, le carbone fossile. Et le carbone fossile, lui, il est composé majoritairement de carbone et d'hydrogène. D'accord ? C'est vos carburants. Et en fait, bien évidemment, pour fabriquer tous les produits qui vous entourent, il faut qu'on aille complexifier un petit peu cette matière première. Et donc, on va rajouter des atomes comme de l'oxygène, de l'azote, des choses comme ça. Donc, bien évidemment, plus vous la complexifiez, plus vous avez des étapes de transformation, donc plus ça coûte cher. Mais en contrepartie, plus le prix de mise sur le marché, il est important. Par exemple, si on prend un carburant qui est pratiquement composé que de carbone et d'hydrogène, vous êtes plutôt situé ici, d'accord ? Peu finalement de transformation et donc un coût qui est relativement faible. Si vous prenez un médicament, cette fois-ci, vous avez quelque chose de beaucoup plus élaboré et vous filez ici, donc vous avez un prix de mise sur le marché qui est plus important. Si maintenant vous prenez vos déchets végétaux, le problème, il est différent. C'est que vos déchets végétaux, ils sont extrêmement complexes d'un point de vue structure. Ils ont déjà beaucoup d'oxygène, beaucoup de carbone, d'hydrogène, etc. Donc, bien évidemment, et l'erreur à ne pas faire, c'est que si vous voulez refaire des produits identiques à ce que l'on fait à partir du pétrole, mais à partir de vos déchets végétaux, qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler en sens inverse. Il va falloir qu'on décomplexifie cette matière première, notamment pour enlever de l'oxygène, c'est-à-dire vous déplacer par là. Et quand vous déplacez par là, plus vous allez enlever de l'oxygène, et plus le coût de transformation il va être important. Et plus vous allez vers des produits de mise sur le marché qui sont relativement faibles. Donc en fait, aujourd'hui, le message que je veux vous dire, c'est qu'en fait, la nature, et dans vos déchets végétaux, a fait quelque chose de très complexe. Il ne faut surtout pas tout casser. C'est une hérésie d'aller tout casser parce qu'économiquement, ça ne tient pas la route. D'accord ? Alors, je vais vous le prouver très rapidement. Ici, vous avez, retenez pas le graphe ici, c'est juste ce que je vais vous dire ici. Ici, vous avez la teneur en oxygène dans les déchets. D'accord ? Et ici, vous avez le prix de mise sur le marché du produit.
Et vous voyez très nettement que plus vous gardez de l'oxygène, eh bien plus vous augmentez le prix de mise sur le marché. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est garder un maximum d'oxygène. Et on voit ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont des graphes que nous on utilise pour voir finalement, à partir d'un déchet, est-ce qu'économiquement, déjà avant de démarrer, est-ce que c'est économiquement viable d'aller faire une molécule? Si vous prenez un sucre, par exemple, qui est contenu dans la paille, vous pouvez trouver ce qu'on appelle du glucose, vous connaissez probablement. Ce glucose, on peut fabriquer à peu près tous ces produits chimiques. Mais vous avez des produits qui sont en verre, ça veut dire qu'ils sont économiquement intéressants à faire à partir du glucose, d'un point de vue théorique, parce qu'on garde de l'oxygène dedans. Mais si vous cassez tout pour aller jusqu'à de l'hydrogène, par exemple, eh bien, vous voyez que là, ça s'illumine en rouge, et là, économiquement, ça ne vaut même pas le coup. Ce n'est même pas la peine de démarrer. Vous savez qu'économiquement, vous ne passerez pas la barre. D'accord ? Alors, pourquoi on a beaucoup de mal à transformer ces sucres et pourquoi on a besoin de temps? Vous allez vite le comprendre, c'est exactement ce qui se passe dans vos cuisines. Lorsqu'on part de sucre et qu'on veut faire un produit, il faut chauffer. Et qu'est-ce qui se passe quand vous chauffez le sucre? Voilà, ça caramélise. Alors nous, dans nos labos, quand ça sent le caramel, c'est la cata. D'accord? Parce que imaginez, vous, dans votre casserole, un petit peu de caramel qui a séché, c'est pas bien gênant. Mais quand vous avez un réacteur de 10 mètres cubes là, qui va jusqu'au plafond, où toutes les vannes elles sont remplies de caramel, etc., pour nettoyer ça, c'est mort, quoi. D'accord? Donc là, ça coûte extrêmement cher. Donc nous, on veut surtout pas de caramel. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand vous faites du caramel? On peut faire l'analogie. Au départ, le sucre, il est dans l'eau. D'accord? Et vous, ce que vous faites dans votre casserole, vous éliminez l'eau de manière à ce que les sucres commencent à réagir entre eux jusqu'à former du caramel. Dans nos réacteurs, on ne veut surtout pas enlever l'eau. On veut garder l'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pour éviter ça, on met beaucoup d'eau. Mais beaucoup d'eau dans nos réacteurs. D'accord? Pour ne pas faire de caramel. Alors ça marche, si vous voulez. On arrive à faire des produits de manière assez propre. Mais le problème, c'est qu'en fin de manip, il faut enlever l'eau. D'accord? Parce que si je vous vends un produit qui contient 95% d'eau, vous n'allez pas être content. Et là, enlever de l'eau, distiller de l'eau, ça coûte extrêmement cher. D'accord? Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à cause de tous ces effluents aqueux qu'on traîne avec la chimie des sucres, eh bien, les coûts de production de ces molécules aujourd'hui issues de déchets végétaux sont aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on y travaille pour que ce ne soit pas le cas dans le futur, mais aujourd'hui, bien sûr, sont à des coûts beaucoup trop élevés par rapport à des produits qui sont fabriqués à partir de ressources fossiles, qui, eux, bien évidemment, sont des procédés, il faut le reconnaître, extrêmement optimisés. D'accord ? Donc, quelle est la solution aujourd'hui? Le grand challenge en recherche, c'est d'être capable de convertir des solutions extrêmement concentrées. Alors, aux alentours c'est des solutions, je ne sais pas s'il y a des boulangers ou pâtissiers dans la salle, mais on utilise à peu près les mêmes sucres parfois, et on est à des solutions entre 20 à des titres à peu près à 20% en poids de sucre dans l'eau, et généralement on ne descend pas en dessous. D'accord? Aujourd'hui, tous les travaux qu'on fait, c'est autour de 3 à 4% en poids de sucre dans l'eau. Donc il faut multiplier par un facteur 5, et c'est vraiment compliqué, ça nécessite de repenser aujourd'hui l'ensemble des technologies qu'on utilise. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, vos déchets dans l'industrie chimique, hein? Donc, voilà ici. Alors, ça, c'est en anglais, mais vous allez vite reconnaître. Donc, là, vous avez les solvants, vous avez les plastiques, les peintures, les tensioactifs, les cosmétiques, etc. Ici, vous avez la production européenne qui utilise les déchets végétaux. Vous avez ici la production totale. Et puis, ici, vous avez la part, finalement, de vos déchets réels dans la production de produits chimiques. Et on s'aperçoit ici, si on regarde le total, finalement, que les produits issus de vos déchets représentent seulement 3%. Pour les raisons que je viens de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de faire ces molécules parce qu'on a un manque de recul dans des conditions économiquement viables. Alors, ça dépend quand même des marchés, hein, parce qu'on voit que les marchés qui sont très proches du client, c'est-à-dire où là, la demande elle est très forte en molécules d'origine naturelle. On prend la cosmétique, par exemple. Là, vous avez, la cosmétique ici, vous avez un taux de substitution de 44%. Dans les détergents, jusqu'à 50%. Si vous regardez vos détergents, il y a beaucoup. Alors, souvent, ils ont des numéros. Malheureusement, ce n'est pas facile de les identifier, mais vous avez énormément de molécules qui sont d'origine végétale. Pour une simple raison, c'est que souvent, ces molécules sont en même temps biodégradables. Quand vous passez la serpillière, vous ne rincez pas. Donc, en fait, ça reste sur les sols. Donc, c'est essentiellement pour ça qu'on utilise ces molécules-là. Et puis, dans le domaine également des peintures. Bon, néanmoins que 3%. Hein. Alors, les marchés aujourd'hui qui vont driver cette chimie, je dirais, issue des déchets végétaux, vous en avez 5. Il y a la construction qui tire beaucoup. Il y a l'automobile, et notamment tout ce qui est matériaux, revêtements, tableaux de bord, garnitures de portes, etc.
Vous avez le packaging, ça pousse énormément pour avoir, bien sûr, on le voit tous les jours, hein, les sacs cartons, etc. Vous avez tout ce qui est détergence et cosmétiques. Et cette chimie aujourd'hui de vos déchets, elle croît à un rythme à peu près au même rythme que la chimie, aujourd'hui, 5%. Mais on sait que c'est en train de s'accélérer et en 2035, on devra avoir une croissance qui est de l'ordre de 15%. Vous voyez, c'est lent. La réponse, la raison, elle est simple, hein, j'insiste là-dessus, c'est juste qu'il faut du temps pour avoir cette transition où on s'est basé uniquement sur le pétrole et de transiter vers les déchets. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. J'ai bientôt fini, je regarde la pendule. C'est bon? Ah, bah, largement. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, d'accord? C'est là où je vais parler un peu de greenwashing. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du polyéthylène, d'accord, qui est fabriqué à partir de fossiles, par exemple, pour faire des bouteilles, d'accord? Vous pouvez aussi faire du polyéthylène à partir de vos déchets issus du végétal. C'est pas compliqué, on vient faire de l'éthanol, on fermente, et puis ensuite on fait de l'éthylène qu'on polymérise, et on fait du polyéthylène. Mais finalement, est-ce que vous avez résolu le problème? Non. La tortue, quand elle va voir la bouteille en plastique, elle ne va pas faire la distinction si votre polyéthylène il vient de ressources fossiles ou de vos déchets végétaux. C'est-à-dire qu'on a exactement la même molécule. Vous aurez toujours les problèmes des microplastiques, etc. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire? Non. Le petit avantage, je dirais, si je dois en trouver un, c'est qu'en termes de bilan CO2, vous y gagnez un petit peu parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, comme ce sont des molécules d'origine végétale, elles ont absorbé du CO2 avant qu'on les utilise. D'accord? Mais honnêtement, en termes d'impact environnemental, il ne faut surtout pas faire ça. Et je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de greenwashing. Vous avez, je peux citer personne, vous avez différents labels. Il suffit d'aller en grande surface, EcoCert, Green, Green Carb, vous en avez en veux-tu, en voilà. Et franchement, si c'est pour refaire quelque chose qu'on fait à partir de fossiles, ce n'est pas la peine. D'accord? L'intérêt aujourd'hui de vos déchets végétaux, ce n'est pas une généralité, mais on arrive à faire par contre des matériaux plus facilement biodégradables que ce qu'on fait à partir du fossile. Et là, c'est intéressant, parce qu'en fait, imaginez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a, par exemple, avec les plastiques, vous avez des microparticules de plastique qui transitent, et la nature, il lui faut des milliers d'années pour aller dégrader tout ça. Bien évidemment, si, on ne devrait pas en avoir dans la nature qui transite, mais si malheureusement, il y en a un qui transite et que vous pouvez avoir un matériau qui soit biodégradable, bien évidemment, quand je dis biodégradable, on va au stade CO2 plus H2O, d'accord? Il n'y a plus rien. Bien évidemment, c'est le gros intérêt de ces molécules issues de vos déchets végétaux. Mais j'insiste, attention, c'est pas une généralité. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez utiliser des déchets végétaux que vous allez forcément faire quelque chose de biodégradable. C'est dans la conception même, par exemple, d'un plastique qu'on va faire à partir de vos déchets végétaux, qu'on va designer le plastique de manière à ce que lui, en fin de vie, soit biodégradable. Donc j'insiste, soyez très critiques. Si c'est pour refaire des choses, du PVC, des choses comme ça à partir de vos déchets, on n'a pas changé vraiment le problème. Un autre aspect, c'est que parfois la chimie, ce n'est pas toujours la solution d'aller travailler sur la chimie. Je vais prendre cet exemple, qui est la synthèse de l'ammoniac. Alors l'ammoniac, c'est quoi? C'est un des plus gros procédés de la chimie. C'est 160 millions de tonnes par an. D'accord? À quoi sert l'ammoniac? À fabriquer nos engrais. Une grosse partie de l'ammoniac sert à nourrir la planète, fabriquer les acides aminés, etc., etc. Donc ce procédé, on prend l'azote de l'air, d'accord? On prend de l'hydrogène, je vous ai dit, qui vient du pétrole, d'accord? On les assemble pour faire de l'ammoniac. Bon, il y a eu des grands projets de lancer, c'est ce qu'on appelle le procédé Haber-Bosch, très vieux procédé qui tourne toujours. Et on s'est dit, le problème, c'est qu'on libère beaucoup de CO2. Oh là, attention, le procédé d'ammoniac, il est responsable de 2% des émissions de CO2, donc il faut absolument travailler dessus, ce qui est vrai. Donc, ce qu'on a fait, on essaye de... le plus gros problème ici, il y a la production d'hydrogène, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire de ne pas le faire à partir de pétrole. Et on essaye de le faire par l'électrolyse de l'eau, en combinant avec de l'énergie solaire. Et effectivement, on arrive à baisser un petit peu les émissions de CO2. Mais est-ce que vous avez résolu le problème? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que sur 100 bouteilles d'ammoniac qui vont sortir de cette usine, il n'y en a que 4 qui se retrouvent dans vos assiettes. D'accord? Ça veut dire qu'entre l'usine d'ammoniac et vos assiettes, pour vous nourrir, on a perdu 96% de l'ammoniac. Alors, où est-ce qu'on l'a perdu? C'est très simple. C'est-à-dire que lorsque je reprends toujours mon
mon blé, nous, on va chercher juste le petit grain, et encore dans le grain, on va juste chercher la farine. Mais l'azote, lui, il s'est dispersé dans tout le blé. Donc, il y a une grosse partie, en fait, qu'on ne mange pas, qui ne sert à rien. Il y a aussi des problèmes d'usage, de pratique, qui fait qu'on utilise, on a un petit peu tendance parfois à avoir un peu la main lourde aussi sur les engrais. Le problème, c'est que l'azote, il est transformé aussi par la nature pour former parfois ce qu'on appelle des oxydes d'azote, et notamment du N2O, qui est un gaz à effet de serre qui est 200 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. D'accord ? Donc en fait, je dirais que même si vous avez le procédé ultime, hyper propre, zéro CO2 dans l'ammoniac, vous n'avez pas résolu le problème. Le problème, en fait, c'est les 96% d'ammoniac que vous perdez. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, notre mode aujourd'hui de société, il faut le revoir. Il n'y a pas que la production de la chimie, il y a plein de choses à changer dans les usages, dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer au niveau des politiques, au niveau des chercheurs, au niveau des industriels, etc. Pendant longtemps, ça a été, je dirais, une opposition entre tout ce qui est d'origine fossile, qui n'était pas bien, et tout ce qui était déchets d'origine végétale, qui était super. D'accord ? Donc, on regardait les deux. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bien sûr, on avance, on réfléchit dans la société, et en fait, ce qu'on oppose maintenant, c'est biodégradable à recyclable. C'est-à-dire qu'il faut savoir que vous avez à peu près 40% des produits chimiques qui finissent dans l'environnement. C'est quoi ? Vous avez pris une douche, shampoing, vos dentifrices, les pesticides. Quand vous roulez avec vos voitures, il y a des morceaux de pneus qui partent dans la nature, etc. Vous avez 40% des produits chimiques qui partent dans la nature. Biodégradable, ça veut dire que l'ensemble de ces produits aujourd'hui, ce qu'on cherche à les faire, c'est de manière biodégradable. C'est-à-dire que vous avez des grandes sociétés de cosmétiques, par exemple, qui travaillent sur des shampoings où on sait qu'ils vont être biodégradables derrière parce qu'on sait qu'ils finiront dans l'environnement. D'accord ? Donc ceux-là, ils doivent être absolument biodégradables. Et puis de l'autre côté, vous avez des matériaux, vous ne voulez surtout pas qu'ils soient biodégradables. Au contraire, vous voulez qu'ils durent dans le temps. Si je prends un train d'atterrissage d'avion, par exemple, vous n'avez pas envie, au bout de 3 atterrissages, que le train d'avion il pète. Donc en fait, là, au contraire, il faut des matériaux extrêmement performants. On ne veut surtout pas qu'ils soient biodégradables. Par contre, le revers de la médaille là-dedans, c'est qu'il faut le récupérer et le recycler. D'accord ? Donc en fait, aujourd'hui, au lieu d'associer en face pétro-sourcé à biosourcé, on regarde plutôt biodégradable face à recyclable. Et en gros, ce n'est pas une généralité non plus, une partie quand même, c'est quand même plus facile de faire des molécules biodégradables à partir de déchets végétaux. Quand plutôt, c'est vrai que les molécules recyclables, c'est plutôt des molécules qu'on a du mal à biodégrader et qui sont un peu plus du côté fossile, mais ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. On peut faire des molécules biodégradables à partir du fossile et l'inverse, faire des molécules hyper résistantes à partir de déchets végétaux. Et puis un petit exemple, qui sera mon dernier exemple, pour vraiment vous illustrer en fait que la nature est vraiment une source d'inspiration, pour que vous preniez beaucoup de recul par rapport à tout ça. Ici, je vous ai mis un œuf. Et ici, vous avez, voilà ce que voit un chimiste lorsqu'il regarde un œuf. Donc, vous avez les ingrédients qu'il y a dans un œuf. D'accord ? Donc, dans les ingrédients, normalement, ils sont toujours classés par ordre décroissant. Donc, le premier, vous avez majoritairement de l'eau, 75% d'eau. Puis après, vous avez des acides aminés. Donc, vous avez la liste des acides aminés, des acides gras. Donc, essentiellement, on voit des molécules naturelles, d'accord ? Qui sont quand même majoritairement. Mais la nature, elle ne se prive pas d'utiliser des molécules qui peuvent être toxiques. Attention, ne rentrez pas chez vous en disant j'ai vu un gars qui m'a dit il ne faut pas manger un œuf, c'est toxique. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. La nature utilise des molécules toxiques. Vous voyez, par exemple, des produits qui sont aujourd'hui labellisés cancérigènes, etc., comme l'acétaldéhyde, des dérivés du benzène, etc., etc. Pourquoi la nature, elle est astucieuse ? C'est qu'en fait, vous voyez que dans la liste, ces molécules arrivent à la fin. C'est-à-dire qu'elles sont utilisées en très petite quantité. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que la toxicité d'une molécule, c'est une question de dose. D'accord ? Si vous prenez un médicament, c'est une molécule toxique. Si vous avez une certaine posologie, on va vous dire vous prenez 1 ou 2 comprimés par jour pour vous soigner. Bien évidemment, si vous mangez la boîte, vous vous suicidez. D'accord ? Donc, l'eau est toxique. Si demain, je vous fais boire 7 litres d'eau d'un seul coup, vous allez mourir. D'accord ? Je pense qu'il y a des spécialistes dans la salle mieux que moi sur ce domaine-là. J'insiste, la tox, c'est une question de dose. Et là où la nature, elle est astucieuse, c'est qu'en fait, bien évidemment, ces molécules, elles sont en fin de liste. Elle va les utiliser de manière à des doses qui sont beaucoup plus faibles, de manière à ce qu'ils ne soient pas toxiques
pour les êtres vivants, et encore, ça dépend. Hein. Il y a des végétaux que certains animaux peuvent manger parce qu'ils tolèrent certaines doses et pas d'autres. Prenez la manite tue-mouche, par exemple, si vous en mangez une, vous allez être sacrément malade. Et surtout, en fait, en petite dose, de manière à ce que la nature, elle, après, derrière, elle puisse les éliminer beaucoup plus facilement. D'accord ? En fait, tout est dégradable. D'accord ? C'est juste une question de temps également. Ce que je disais tout à l'heure, des microplastiques, ils vont finir par être dégradés, mais le problème, c'est que ça va prendre des milliers d'années, quoi. Alors que là, elle, la nature, elle va éliminer ça très rapidement parce qu'en fait, c'est en toute petite quantité. Et elle en a besoin de cette petite quantité pour donner les performances à l'œuf. D'accord ? Donc, on s'inspire aujourd'hui beaucoup de la nature. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Je ne sais pas si un jour vous avez peut-être une conférence là-dessus. C'est un domaine qui est extrêmement intéressant. Et voilà, c'était mon message là-dessus. Prenez beaucoup de recul quand on vous dit c'est toxique, c'est pas toxique. Regardez les doses, quoi. D'accord ? Bien évidemment, majoritairement, quand c'est toxique pour l'homme, c'est que vous avez passé les doses. Et suivant le produit que vous avez, les doses peuvent être relativement basses. D'accord ? Donc, en conclusion, j'ai quelques messages. Ouais, justement bien. J'ai quelques messages à vous faire passer. Le premier, c'est que très clairement, les déchets végétaux vont arriver dans la société. C'est le cas, ils sont en train d'arriver pour fabriquer différents types de produits que vous avez. Alors, je ne peux pas prendre... Nous, on a travaillé, par exemple, avec des industriels où, dans les années 2000, déjà, on travaillait sur les iPhones, je ne pourrais pas nommer de marque, mais tant pis, 2013, iPhone 13, 14, etc. Parce que vous avez des lois qui tombent, et ça booste aussi un petit peu l'émergence de ce type de produits. Vous avez des composants électroniques qu'on ne peut plus faire à partir de pétrole. Et donc là, évidemment, quand la loi tombe, il faut trouver une solution. Et là, du coup, il y a de l'argent qui est injecté assez massivement pour aller fabriquer ces mêmes molécules à partir de végétal. D'accord ? Donc, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs portables, vous avez pas mal de molécules qui sont fabriquées à partir de déchets végétaux. Aujourd'hui, ce qui est très important de garder à l'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est que la chimie, elle s'est développée sur une centaine d'années. D'accord ? Donc, bien évidemment, la chimie, elle ne s'est pas développée comme ça en un claquement de doigts. Et donc, aujourd'hui, bannir complètement le fossile pour passer à une autre matière première, telle qu'elle soit d'ailleurs, ça prend du temps. D'accord ? On va y arriver, mais bon, il faut du temps. Le tout, c'est d'accélérer tout ça. Et il y a une méthode d'accélérer. Nous, on y travaille notamment, pas que nous, mais on travaille beaucoup. Ça rejoint un petit peu votre remarque de tout à l'heure. On travaille beaucoup avec l'industrie. Pourquoi ? Parce que l'industrie, elle sait, par exemple, où sont quel type de performance elle recherche. D'accord ? Si demain, il faut un matériau dur, par exemple, pour fabriquer ce micro, il faut qu'on lui donne quand même les bonnes propriétés. Parce que si on lui donne un truc issu du végétal et que le micro, au bout de 2 secondes, il est comme ça ne va pas le faire. Donc, il y a beaucoup de recherche partenariale publique-privée qui se crée, d'accord, des échanges entre les deux secteurs. Et des messages vraiment importants. C'est attention au greenwashing, d'accord. Prenez toujours beaucoup de recul, d'accord. Un produit d'origine végétale ou recyclé n'est en aucun cas un gage de développement durable, d'accord. Il faut le démontrer. Et on le démontre en utilisant ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, des analyses de cycle de vie, où on regarde toute la durée de vie d'un produit chimique. Finalement, si on prend un déchet végétal, à partir du moment où la plante elle a poussé, ce qu'on en a fait, au moment où on le transforme, et surtout, qu'est-ce qui devient en fin de vie ? Est-ce qu'il se biodégrade dans l'environnement ? Est-ce qu'il est recyclé et on peut le réutiliser ? Et c'est vraiment très important parce qu'on entend souvent dire attention, molécules naturelles, c'est pas toxique, c'est vert ou je sais trop quoi. Prenez beaucoup de recul. Peut-être que lorsque vous achetez une molécule dite naturelle, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'autre côté de la planète, vous êtes en train de tuer toute une population, d'accord ? Ou d'avoir une déforestation extrêmement importante. Et puis, bien évidemment, on est confronté à un problème aussi économique. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un produit issu de vos déchets sur le marché, vous devez garder une balance entre la performance, qu'on a besoin de cette performance. Quand vous achetez quelque chose, c'est pour une performance. C'est-à-dire que vous et moi, on ne va pas acheter 4 fois plus cher un téléphone parce qu'il est d'origine de déchets végétaux. Ça coûte déjà assez cher un téléphone. Non, par contre, on va être capable de l'acheter s'il répond à un besoin de société, si derrière, on amène une nouvelle performance. Et puis après, bien évidemment, pour celui qui le produit, il faut qu'il y ait un petit peu de profit, sinon il n'y a pas de raison que ça se développe. Et puis, garder un équilibre surtout entre le bénéfice environnemental et sociétal. D'accord ? Donc voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer. C'était de vous dire aujourd'hui, je pense que
De plus en plus, vous allez avoir, il suffit d'aller voir dans les supermarchés. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'en chimie, souvent, les gens masquent un peu les produits chimiques sous des E463, B machin, etc. Donc, c'est difficile de s'y retrouver. Mais dans le domaine des détergents, regardez un petit peu. Parfois, on voit, si vous voyez un petit peu ces molécules-là, là, dans les détergents, tout ce qui est acide gras, des choses comme ça, ce qu'on utilise beaucoup en détergent, vous avez de plus en plus de molécules d'origine naturelle là-dedans. Voilà. OK ? Merci à vous. Merci. François Jérôme, directeur de recherche CNRS, Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers. Voilà, il est temps pour nous maintenant de poser des questions, si vous êtes prêts. Oui. Si vous êtes prêts également. Et puis pour celles et ceux qui nous regardent en live, eh bien, j'espère avoir la réponse. Pas toujours la réponse, mais on verra. On va voir. Il y aura peut-être des pièges. Oui. Je suis surpris parfois. Ouais. Allez, la première question est toujours la plus difficile. Qui se lance? Monsieur, ouvrez votre micro. Pas besoin de parler trop près du micro. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. J'ai été interpellé par votre démarrage de cette super conférence sur le côté de l'optimisme. Si jamais on se retrouve devant une classe de jeunes qui émettent certains doutes par rapport à l'optimisme, par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir, quels seraient vos meilleurs arguments, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut être optimiste? Oui. Ben moi, oui. Les meilleurs arguments, ce serait peut-être de montrer, je pense qu'un jeune, ce qui marche bien, alors un ado, c'est le coup des téléphones portables. Ça marche toujours. Si vous lui montrez un téléphone portable, que vous l'ouvrez, vous lui dites, regarde, ça vient d'un déchet végétal, ça vient d'un déchet, il se rend compte, parce que visuellement, il a besoin de voir l'objet. Moi, quand je vous parle comme ça de produits dans la vie de tous les jours, ça ne vous parle peut-être pas forcément, d'accord? Ou de voir, par exemple, une moquette comme ça, de dire, elle est faite à partir de fibres de lin, ou je ne sais trop quoi, d'accord? Je pense que le jeune, il a besoin de voir du concret. Enfin, c'est ce que je lui montrerai. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, moyennement. Dans ma tête, je suis encore très jeune et je me dirais, la première réaction que j'ai, c'est est-ce qu'on va vraiment s'en sortir juste avec ça, quoi? De toute façon, on va s'en sortir parce que de toute façon, il n'y aura pas le choix. Parce qu'il y a un moment, si on ne fait pas cette transition, les prix vont augmenter naturellement parce qu'on est de plus en plus nombreux et il y aura de moins en moins de pétrole. Et de toute façon, à un moment, on ne pourra plus rien s'acheter. Ce ne sera pas possible. Donc, il va falloir que ça change. Il n'y aura pas d'autre solution. On parle donc d'inflation? Oui, bien sûr. Et donc aujourd'hui, c'est aussi, ça pourrait être en lien, ce qui arrive aujourd'hui? Alors, juste pour répondre en même temps, peut-être amener un autre argument là-dessus, ce que je n'ai pas présenté là. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des taxes qui sont mises sur les émissions de CO2. C'est-à-dire que si moi, demain, je veux produire, je ne sais pas, un écran, eh bien, l'Europe va me tomber dessus, va me dire, voilà, pour produire votre écran, vous libérez tant de tonnes de CO2, donc en taxes, vous avez tant. Et les taxes, elles augmentent au fur et à mesure du temps, d'accord ? Depuis les accords de Paris. Donc, bien évidemment, c'est une incitation économique, c'est-à-dire qu'à un moment, l'entreprise qui ne veut pas jouer le jeu, ça va commencer à lui coûter, au bout d'un certain temps, très très cher d'aller libérer du CO2. Donc à un moment, il va y avoir un basculement où elle va se dire, peut-être que si j'utilise des molécules issues de déchets, où là je vais réduire les CO2, je réduis mes taxes. Alors un jeune, c'est peut-être pas facile de lui expliquer comme ça, mais il y a des incitations derrière politiques qui font qu'il y a des entreprises qui n'ont pas le choix. Et même en termes d'image, on le voit, les jeunes aujourd'hui, la jeune génération, vous avez regardez, toutes les entreprises, elles changent de nom. Elle s'appelle, je ne vais pas l'en citer, mais on entendait parler d'une énergie nouvelle, des choses comme ça. Bon, voilà. Merci. Autre question, madame? Appuyez sur le bouton et vous n'avez pas besoin de parler trop près du micro. Vous allez voir, ça fonctionne bien. Quand on s'intéresse tant soit peu au sujet... Reculez votre bouche, vous allez voir, ça va... Voilà, allez-y. On lit de nombreuses choses, entre autres que certains produits ne sont pas recyclables car trop mélangés. Est-ce que le fait d'introduire des éléments biosourcés à l'intérieur de produits à base de pétrole complique le recyclage? C'est une très très bonne remarque, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, vous avez des polymères qui sont d'origine végétale, que la société ne commercialise pas.
parce qu'ils ne s'intègrent pas dans les filières de recyclage des plastiques. Aujourd'hui, des bouteilles par exemple. On a un gros problème aujourd'hui, c'est ne serait-ce que la couleur. C'est-à-dire qu'on a un problème, donc le plastique il est complètement broyé. Et en fait, alors j'ai peut-être une photo, attendez, je vais regarder vite fait. Est-ce que j'ai une photo d'un plastique qui est broyé? Ah ben non, je pensais. Bon, si on prend ici, on voit bien qu'en fait, sur un plastique, ne serait-ce que des bouchons, il y a toutes les couleurs. Et en fait, ça pose un gros souci. Parce que quand vous rebroyez tout ça, vous avez une couleur qui est encore différente, d'accord ? Et le gros problème, c'est que vous, si vous voulez un plastique bleu, les personnes veulent un plastique bleu, pas un plastique orange, ou etc. Donc, il y a deux choses à voir. La première chose, c'est qu'effectivement, l'introduction de plastique d'origine biosourcée a du mal à rentrer dans les chaînes de recyclage. D'accord ? C'est pour ça que généralement, on les garde, par exemple, pour faire des sacs plastiques. Parce qu'on se dit, un sac plastique, si jamais il transite dans l'environnement, au moins, ce sac plastique, il va être biodégradable. D'accord ? Mais aujourd'hui, le dur du dur des plastiques, ça reste pétro et c'est le recyclage. Hein. D'accord ? Mais il y a des aberrations. Par exemple, on a des bouteilles, pas nommées de marque, vous avez des bouteilles vertes, vous avez des bouteilles en plastique verte, vous avez des bouteilles en plastique rouge, vous avez des bouteilles en plastique transparente. On sait que derrière, le tri, ça nous pose un problème. Je ne comprends pas, c'est mon opinion personnelle, pourquoi on n'impose pas que toutes les bouteilles soient transparentes. On enlèverait déjà un gros souci. Je pense que derrière, il y a des raisons pour que chacun garde son plastique d'une certaine couleur. Mais pour revenir à votre question initiale, oui, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Il y en a aussi qui sont dits compostables, d'accord, mais qui vont être compostables dans des conditions industrielles, c'est-à-dire à 70 degrés, etc., ce qui n'est pas du tout les conditions de votre composteur au fond du jardin. Merci, madame. C'était par rapport au compostable, justement, parce que moi, je fais du compost, et avant, je mettais mes sacs compostables, et en fait, j'ai lu que, non, il valait mieux éviter. Alors bon, du coup, je sais, parce que c'était toujours une source de plastique, du coup, je ne sais plus quoi faire. En fait, ça dépend. Alors après, ça dépend en quoi est fait votre sac. Il y a tellement de multitudes. En fait, compostable, votre sac, il doit disparaître à température ambiante. D'accord ? C'est-à-dire, enfin, dehors, quoi. Alors, dehors, dans votre composteur, il doit disparaître. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des fois, il y en a, vous avez besoin de certains micro-organismes pour aller couper le sac. Et ces micro-organismes peuvent être actifs à plus haute température que ce qui est dans votre jardin. Donc, ça peut être des solutions au niveau industriel, mais pas forcément des solutions au niveau ménager. Et puis, en plus, dites-vous bien que lorsque vous récupérez un plastique, en fait, ce n'est pas qu'un plastique. Vous prenez une bouteille de Coca-Cola, par exemple, vous avez ce qu'on appelle du polyéthylène terephthalate tout autour, mais à l'intérieur, vous avez encore des couches de plastique pour éviter que le dioxyde de carbone qui est dans le Coca-Cola s'en aille. Donc, en fait, c'est très, très compliqué. Hein. Tout ce qui est filière de recyclage des plastiques, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Ouais. Et à quel moment, justement, va-t-on pouvoir les remplacer ? Parce que on va remettre les consignes pour le verre, on va... Honnêtement, sur les plastiques, c'est difficile de répondre. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, quand même, 90% de ce que produit la chimie, c'est pour faire des plastiques. Hein. Les plastiques, ils sont partout. Hein. Si vous regardez autour de vous, il y en a partout, partout. Les remplacer, c'est très, très compliqué. C'est pour ça la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment les remplacer ou plutôt, comme disait madame, eh bien, mettre en place des filières de recyclage qui soient efficaces pour aller recycler tout ça et les récupérer, quoi. Ouais, non, c'est ça. La question reste ouverte, c'est compliqué. C'est très compliqué. Merci madame. On continue. Madame. J'ai une question, à nouveau sur les déchets alimentaires, parce que vous avez dit c'est la plus grosse partie finalement. Alors, j'ai bien conscience d'être un peu au croisement de deux questions, parce qu'il y a la question de qu'est-ce qu'on peut en faire, puis il y a la question de on est submergé, il faut trouver un moyen de les éliminer ou de les transformer, je ne sais quoi, mais en tout cas sur les déchets alimentaires, qui sont donc le plus gros volume, si j'ai bien vu vos chiffres, on est censé au 1er janvier avoir tous une solution de compostage, n'est-ce pas ? Bon, moi ça me fait un peu sourire, j'ai un lombricomposteur dans la cuisine, mais enfin avec ça je ne vais pas révolutionner la planète, je pense, j'en ai bien compris. Si tout le monde le fait. Bah oui, mais enfin bon, oui. C'est quand même assez contraignant, hein, je dois vous dire, et je suis retraité donc j'ai un peu le temps de m'en occuper, donc bon voilà. Mais par ailleurs, alors bon, comment dire, bon, il y a l'histoire du compost, on fait du compost, on va le mettre dans les jardins et tout. On ne va pas faire que du compost et des milliards de tonnes de compost, et puis je ne sais pas ce qu'on en fera après.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec? Et est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Alors oui. Et puis, sans parler du problème du ramassage et tout, parce que je pense que là, il y a un vrai sujet. Enfin, pour les métropoles, toutes les collectivités locales, Rouen, ici, vraiment, je pense qu'il y a un gros problème. Mais pas que Rouen, hein, il y a vraiment une mise à niveau et urgente, parce que là, on est à 3 mois ou 6 mois de l'échéance, quoi. Alors, sur l'alimentaire, il y a des choses qui ont lieu. La grosse difficulté, c'est le tri, toujours, comme les plastiques. C'est le tri, c'est-à-dire qu'il faut être capable de trier la salade, des frites, encore autre chose. Il y a un exemple, par exemple, si vous allez à Singapour, il y a une compagnie aérienne, je crois que c'est KT Airlines, où en fait, ils trient en fait, vos plateaux en sortie d'avion. Alors nous, de ces déchets alimentaires, généralement, ce que l'on fait, parce que c'est quand même une multitude, c'est très complexe, généralement, pas nous, il y a des projets qui ont lieu où en fait, on vient extraire certaines molécules qui sont présents dans ces déchets alimentaires, généralement des molécules qui sont à relativement haute valeur ajoutée, ce qu'on appelle. Et donc, on vient extraire ces molécules pour lesquelles il y a un marché. Par exemple, les écorces d'orange. Tout ce qui est peau d'orange, vous allez en Floride, pour 1 kilo de jus d'orange, vous avez généré 4 kilos de peau d'orange. Et en fait, dans ces peaux d'orange, on peut extraire une molécule qu'on appelle le limonène, qui est utilisée comme solvant. On pourrait refaire d'autres produits. Et après, le reste, une fois que vous avez extrait tout ça, là, ça part pour le compost. L'idée, c'est d'essayer de sortir ce qu'on peut valoriser avant d'envoyer à l'étape ultime de compostage. Ah oui, tout à fait. Il y a des recherches là-dessus. Oui, tout à fait. Nous parlions tout à l'heure du textile. La machine s'emballe, puisqu'on a des sites comme Chine qui, je crois que c'est ça le nom, ou Shine, oui, bon voilà, qui fabrique des tonnes de textiles pour de la consommation à outrance. C'est ça, c'est un non-sens. Et pourtant, ça fonctionne auprès de notre jeunesse qui se préoccupe de l'écologie aussi. Oui, après, c'est tout. Alors là, on a débordé un peu du débat, mais c'est clair que, je ne sais plus, j'avais vu une émission, je crois que c'est 10 kilos de vêtements qu'on utilise par personne, quelque chose comme ça. Bon, c'est aberrant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une société... Alors, attendez, quand je dis on est une société, je parle pour l'hémisphère nord. Hein. L'hémisphère sud, ils n'ont pas le même discours. Hein. On est au moins dans l'hémisphère nord, où on consomme à outrance. C'est vrai que racheter une chemise, par exemple, tous les 4 ou 6 mois, est-ce que ça fait sens? Je ne pense pas. Sachant que là-dedans, une chemise, il n'y a pas que du végétal. Voilà, il y a des choses à recycler, des choses qui peuvent être réutilisées. Ça fait partie du recyclage. Autre question, monsieur. J'avais une question sur... Vous avez parlé de fibres textiles qui sont enfouies. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas tout simplement les brûler pour récupérer l'énergie? Si, il y en a qui l'incinèrent pour récupérer l'énergie. Mais la grosse partie aujourd'hui est enfouie parce qu'en fait, on n'a pas non plus produire de l'énergie pour produire. Et puis, je crois qu'il y a des problèmes aussi parce que c'est quand même un mélange de différentes molécules. Donc, derrière, il ne faut pas aller reproduire des toxines ou vous avez des problématiques de dépollution des fumées derrière, des pollutions de l'air qui peuvent être relativement importantes. C'est ce qui peut, dans certains cas... préférer le fait qu'on va aller malheureusement enfouir ces molécules, ces textiles, pardon. Parce que les enfouir, c'est quand même un problème environnemental très important. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, tout à fait. Merci. C'est pour ça qu'il faut absolument recycler au maximum. Merci. Allez, autre question, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, par rapport à ce que vous avez dit, que ce soit sur le textile ou pour des applications industrielles, nous, on a quand même une région où on est fortement producteur de lin, puisqu'on est la première région française et la première région européenne. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le lin a plusieurs atouts. Le premier, c'est que lui peut être compostable et ne pollue pas, aussi bien vêtements que... Si c'est effectivement des plates dans les voitures, on fait aussi bien des tableaux de bord que de la garniture, etc. Le problème qu'il y a, c'est que, l'autre avantage, c'est que c'est une fibre qui est souple, donc ça permet d'avoir un confort et une isolation du bruit qui est supérieure. Par contre, ça a un coût un peu plus élevé que les garnitures classiques, donc c'est réservé plutôt au haut de gamme.
il est clair que c'est plutôt les voitures allemandes ou le haut de gamme français qui l'achètent que les autres constructeurs. Et là aussi, ça pose un problème, c'est que, puisque ça a été évoqué, que quand on va déconstruire une voiture, eh bien, toutes ces garnitures peuvent être facilement éliminées sans dommage vis-à-vis de l'environnement, alors que les autres, c'est que des matériaux composites. Et donc, de ce fait, on n'a pas de filière de recyclage à l'heure actuelle ou de valorisation. Et donc, et d'autre part, pas oublier qu'on produit aussi du chanvre, parce que c'est une fibre qui a aussi de gros avantages et qui peut être utilisée dans plein d'applications industrielles. Alors oui, pour rebondir sur votre première remarque que vous disiez, en fait, sur les voitures plutôt de luxe, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, on va aller chercher la performance. C'est-à-dire que si vous faites une fibre à partir du pétrole, les procédés sont tellement optimisés aujourd'hui, les coûts relativement bas. Si vous n'êtes pas capable d'amener quelque chose de plus que vous ne pouvez pas avoir à partir du pétrole, c'est extrêmement difficile de se démarquer sur le marché. Donc en fait, ça commence par là. Et vous avez à juste titre raison, c'est-à-dire que si on est capable à partir de là d'avoir des matériaux qui ont des performances qui vont être supérieures à ce qu'on peut faire à partir du pétrole, ou alors qu'on ferait de manière déraisonnable par rapport à partir du pétrole, ben cette fois-ci, vous rentrez sur le marché. Par contre, évidemment, ça reste des matériaux qui restent relativement onéreux. Après, reste à voir le développement de la filière, etc. Plus les productions augmentent, plus les coûts baissent. Mais effectivement, c'est la performance en premier qui est le levier pour que ces molécules arrivent sur le marché. Ouais. Merci. Peut-être souligner que l'entreprise qui fait les garnitures de voitures est située à Yvetot, c'est Technilin. Ah, d'accord. Oui, c'est dans notre région. D'accord. Et ils produisent à 80% pour l'Allemagne. Cocorico. Très bien. Un autre cocorico que j'ai entendu ce matin, je crois, ou hier à la radio, une entreprise Cénomarine qui fait des filets de pêche biodégradables. J'ai entendu ça ce midi, je crois, et qui se dégradent en 10 ans, dans l'eau évidemment, au lieu de se dégrader en 400 ans pour des filets normaux. Et donc ils sont en train de développer ça et de petit à petit, avec des pêcheurs qui sont volontaires pour tester, etc. Ça a l'air de... Bon, sauf qu'ils disent que pour l'instant, ça coûte quand même plus cher qu'un filet à l'ancienne. Parce qu'en fait, les technos ne sont pas prêtes encore. C'est pour ça. Donc, et vous avez énormément de start-up qui sont montées. Et la France n'est pas à la traîne là-dedans. Vous avez beaucoup de start-up qui sont montées. Par exemple, sur les bateaux, on n'imagine pas sur les gros super tankers, etc., qu'en fait, les peintures que l'on met, parfois, vous avez des champignons qui se déposent dessus, puis ensuite les coquillages, etc. Et ça fait une traînée et vous consommez beaucoup plus. En fait, il y a des peintures qui sont faites d'origine par des startups, notamment d'origine complètement renouvelable, qui sont dites, entre guillemets, bactéricides. C'est-à-dire que les mollusques, etc., ne peuvent pas se développer dessus. Et en plus, lorsque vous démantelez le paquebot, la peinture, vous pouvez la recycler ou la réutiliser. Et à ce moment-là, vous n'avez plus ces problèmes de traîner dans l'eau. Il y a énormément de choses. Il y a des choses qui sont fausses avec les coquilles d'huîtres. Enfin, il y a énormément de choses. Après, ça reste quand même, je dirais, des choses relativement haut de gamme que tout le monde ne peut pas se payer. Et c'est ça que je voulais aussi, si je peux juste compléter là-dessus, chose importante, c'est que nous, ici, on a tendance à penser, je dirais, un petit peu comme des riches, c'est-à-dire hémisphère nord. Si vous discutez avec un Africain, il ne va pas du tout vous faire la même introduction. C'est-à-dire que nous, quand on va dans les Congos, on va faire une introduction chimie durable. Lui, il va arriver, sa première chose, c'est manger. Comment je mange ? Donc, si vous voulez, on peut développer, j'avais discuté avec des collègues, et notamment aussi dans des assemblées comme vous, on peut développer de la permaculture, par exemple. Mais si c'est pour sortir des tomates à 3 ou 4 euros le kilo, et à dire ensuite à un Africain, tu fais la même chose, lui va vous dire, mais 3-4 euros le kilo, je ne peux pas acheter ça. Donc, vous voyez, il y a une réflexion aussi à l'échelle globale qu'il faut prendre en compte, quoi. Ça, c'est hyper important. Madame, de nouveau. Il y a 15-20 ans de ça, on entendait parler d'une fibre textile à base d'ortie, la ramie. Ça a duré une dizaine d'années. Et puis, on l'utilise encore pour faire certaines garnitures de voitures. Le ramie est utilisé parce que, excusez-moi, parce que justement, c'est une fibre longue qui est très résistante et on va l'utiliser en mélange avec du lin et du chanvre parce que c'est des fibres qui n'ont pas les mêmes propriétés et on les associe. Technilin importe à l'heure actuelle un container de ramie toutes les semaines. Merci, on va laisser terminer Madame.
qui voulait... Dites-nous, madame. Oui, mais parce qu'au niveau textile, vêtements, ça a complètement disparu du paysage, apparemment. Sur certaines fibres, ce qu'on peut rencontrer comme problème, notamment de certaines fibres d'origine végétale, c'est les consommations d'eau. C'est-à-dire que parfois, quand vous faites le bilan total, ce n'est pas vrai pour toutes les fibres. Pour certaines fibres, par exemple les fibres de cellulose, eh bien, quand vous faites le bilan de la consommation d'eau, vous apercevez que finalement, il vaut peut-être mieux faire une fibre en polyester pétro, et globalement, vous allez avoir un impact qui va être plus faible que de développer une fibre pur coton. Donc ça peut faire qu'il y ait certaines filières qui démarrent parce qu'il faut bien essayer, et puis qui ensuite s'arrêtent parce qu'on s'aperçoit que soit environnementalement ça ne va pas, soit économiquement ça ne passe pas. Après, c'est très très dépendant du sourcing. Voilà. Oui, parce qu'en apparence, enfin superficiellement, Oui, ça paraît l'ortie, joli, ça paraît une bonne idée, ça pousse tout seul. Ouais. Après, il faut la collecter, l'ortie, il faut la transporter. Donc tout ça, c'est un coût, quoi. Tout ça, il faut le mettre dans la balance. Merci, madame. Autre question. Dans le fond, vous avez un micro. Nos animateurs peuvent vous donner un micro. Madame, vous avez un micro. Alors, allez-y, nous vous écoutons. Vous êtes équipée. Oui, bonjour. Je suis juste je m'interroge quand on évoque les coûts, justement. Est-ce que c'est pris au sens planétaire, un coût moyen, parce que quand vous dites par exemple telle ou telle chose, c'est même pas la peine qu'on recherche parce que c'est trop cher. Est-ce que c'est du coût mondial ou est-ce que c'est hémisphère nord? Quelque part, j'y connais pas grand-chose, mais je me dis le prix dépend aussi de la demande et de l'offre. Il me semble qu'on était appelé à diminuer le nombre d'objets, donc je me dis que le changement de société devrait amener à une diminution de la demande. Voilà, c'est un petit peu... Non, oui, vous avez raison. Quand je parle de coût ici, je parle de coût de production d'un objet. Par exemple, le coût de production d'un téléphone, le coût de production. Quand je parle de coût de production, je parle de ça. Je ne parle pas du coût global que ça peut avoir sur la planète, etc. C'était ça votre question ? Oui, il y a ce coût-là. Et puis... je me questionne justement sur la demande. Ce qui m'a interpellée, c'est la quantité d'objets qu'on a produits par rapport à la biomasse aussi de la terre. Et quand tout à l'heure, monsieur, vous demandez mais qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur dire, ça m'interpelle un petit peu l'exemple du portable, parce que moi j'aurais... Moi, je rêve d'un monde avec moins de portables, quoi. Oui, non, mais vous avez raison. Il y a aussi des gens qui vous disent plus de cosmétiques non plus, c'est futile. On produit des cosmétiques, c'est peut-être pas utile. Ce que je veux dire par là, c'est aussi, si on veut changer, ça va être un changement radical de société. On a beau râler, on est les premiers à râler. Vous regardez, tout le monde fait les bouchons pour aller au ski. Vous allez voir les aéroports, ils sont pleins. Tout le monde part toujours à l'autre bout de la planète en vacances. Ça, c'est plus possible. Et il y a un moment, ça, il va falloir que ça s'arrête. C'est obligé. Il n'y aura pas d'autre solution. Donc effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y aura un moment, un changement. Mais on est tellement en pleine mondialisation. Essayez d'enlever un portable à un gamin aujourd'hui, c'est pire que la sanction de le mettre au coin ou je sais pas quoi. C'est terrible. Pour lui, il est greffé, quoi. Même pour certains parents. Hein. Oui, c'est vrai. Monsieur. Comment vous abordez les effets indirects? Je pense par exemple à l'amidon de maïs qu'on a mis sur les isolants de fils électriques et qui sont bouffés par les rongeurs. Donc... Oui, ça c'est un exemple de problématique qu'il peut y avoir. Donc si c'est derrière, s'il faut mettre des raticides, etc., tout ça, il faut le mettre dans la balance et voir finalement est-ce que c'est mieux que ce qu'on avait avant. C'est un très bon exemple. Oui, tout à fait, vous avez raison. Ouais. Merci, monsieur. Levez la main. Hop, je vois mal. Oui, très bien. Bonjour, André. Bonjour. Oui, moi j'avais quelques questions sur l'environnement dans lequel vous intervenez. Vous, en tant que chercheur, est-ce qu'il y a des industriels qui sont plus intéressés que d'autres sur vos activités? Est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance? Parce que je pense que vous travaillez aussi au niveau mondial. Est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance? Est-ce qu'il y a du lobbying derrière? Enfin voilà, par rapport à la recherche en général. Alors au niveau de la recherche, en fait, ce sont essentiellement les grands industriels qui viennent.
Pourquoi? Parce que ce sont eux aussi, ils financent aussi une partie de la recherche, donc c'est eux qui ont les reins assez solides, et surtout, ils peuvent se projeter sur 10-15 ans. On a travaillé avec des petites sociétés, le problème c'est qu'ils ont une vision à 6 mois, 8 mois, 1 an max, et la recherche, malheureusement, c'est... Donc eux, ils prennent un très très gros risque sur la recherche. Une grosse boîte peut se permettre de le faire. Donc les grandes boîtes qui vont travailler avec nous, c'est ceux qui vont fabriquer majoritairement tout ce qui va être ce qu'on appelle des briques qui vont servir à faire des solvants, à faire des détergents, à faire des cosmétiques, à faire éventuellement ce qu'on appelle... c'est pas vraiment des plastiques, mais ça y ressemble, des sortes de plastiques. Donc ces gens-là, ils viennent nous voir et on sait qu'il y a un verrou soit scientifique, soit technologique, soit environnemental sur lequel on travaille. Mais on se laisse, il n'y a jamais un industriel qui va nous dire « voilà, je te finance 1 an et dans 1 an, je dois produire 10 000 tonnes par an ». Ouais, ça, non. Donc là, ils savent qu'il faut un certain temps. Alors après, sur les pays, les pays, l'Allemagne, l'Europe est plutôt bien positionnée sur ce type de techno. L'Amérique du Nord aussi. La Chine, c'était moins leur problème, mais néanmoins, il y a des groupes qui s'y mettent et ils sont nombreux, ils vont assez vite. C'est bon, l'industrie, il ne faut pas se leurrer, est quand même essentiellement dans l'hémisphère nord, donc c'est quand même l'hémisphère nord qui bosse pas mal dans ces domaines-là. Merci. Et bien sûr, ça connecte pas mal au niveau européen, entre nous, pour travailler sur ces thématiques-là. Merci. Dernière question, monsieur. En parlant de recherche, est-ce qu'il existe une différence entre le C2H4 bio et puis le C2H4 normal, naturel? En fait, non. Si vous le prenez, c'est la même molécule, en fait. Si je vous la donne, vous n'allez pas savoir si elle est faite à partir de... C'est ce qui pose problème, d'ailleurs. La question, elle est sioux, parce qu'en fait, c'est ce qui peut poser problème parfois en cosmétique. Vous pouvez refaire des molécules, vous faites les mêmes, que ce soit à partir du pétrole ou de la biomasse, mais vous et moi, c'est la même molécule. On est incapable de savoir si elle est faite à partir du végétal ou de carbone fossile. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est un peu technique. On fait du dosage du carbone, parce qu'en fait, sur le carbone, vous avez différents isotopes. Et en fonction des isotopes, on sait si ce carbone il vient plutôt d'origine végétale ou s'il vient plutôt d'origine fossile. Mais au final, je dirais que si c'est pour faire la même chose qu'un produit à partir de fossiles, je ne suis pas sûr que ça en vaille vraiment le coup. Surtout si c'est pour, avec l'éthylène, refaire du polyéthylène derrière. Je ne suis pas convaincu. Merci. En termes d'image et de com, peut-être, mais en termes d'impact sur la planète, je ne suis pas sûr. Merci. Cette conférence touche à sa fin. Une minute pour conclure. Méfiez-vous, prenez du recul et n'allez pas vous dire que parce que j'ai un truc green ou éco-serp ou je sais pas quoi sur le flacon que vous achetez, que c'est forcément mieux. Faites attention au greenwashing. Fin de cet épisode avec François Jérôme, sous vos applaudissements. La pause estivale. Rendez-vous en septembre avec Marie-Pierre Alm, conférence qui parlera de plastique en septembre. Le plastique, c'est fantastique. Voilà. Bonne soirée, bel été à tous. Merci.